Salut tout le monde, c'est Antoine. Comme vous le savez, dimanche 7 avril 2017 avait lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a vu Emmanuel Macron être élu président de la République. Mais ce président est élu par défaut et dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Pour la première fois depuis 1969, la participation a baissé entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Au deuxième tour, il y a 12 millions de personnes qui se sont abstenues, ce qui est un nombre extrêmement élevé de personnes. À cela, on peut ajouter les votes blancs et nuls, qui représentent environ 4 millions de personnes, et au total, ça veut dire qu'il y a 16 millions de personnes, soit plus d'un Français inscrit sur les listes électorales sur 3, qui a décidé de montrer une forme de désapprobation du choix qui était proposé. Et finalement, le nombre de personnes qui se sont abstenues et qui ont voté blanc ou nul est tellement important que Marine Le Pen arrive en réalité en 3e position derrière justement ces gens qui se sont abstenus et qui ont voté blanc et nul, puisque elle obtient 11 millions de voix et que je l'ai dit, il y a 16 millions de personnes qui ont fait ce choix de l'abstention, du vote blanc ou du vote nul. De son côté, Emmanuel Macron, lui, il n'est élu qu'avec 43,6% des inscrits et il réalise même l'exploit d'être élu moins bien que Jacques Chirac en 2002, qui était face à Jean-Marie Le Pen, puisque Emmanuel Macron a rassemblé 20,7 millions de voix et que Jacques Chirac avait rassemblé 25,5 millions de voix, alors même qu'il y avait 6 millions d'électeurs en moins en 2002 par rapport à 2017. Donc clairement, par l'abstention, par le vote blanc et par le vote nul, les Français ont voulu envoyer un message très fort dans cette élection, celui de ne pas accorder un chèque en blanc à M. Macron. Alors maintenant, si on va dans le détail, eh bien, on s'aperçoit que même pour les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, eh bien, le choix ne se fait pas sur la base de l'adhésion à un programme. En effet, il y a 43% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron à ce second tour de l'élection présidentielle qui l'ont fait pour bloquer Marine Le Pen, tout simplement. Il y a 33% des gens qui l'ont fait pour le renouvellement de la vie politique, et au final, il n'y a que 24% des gens qui ont voté de manière positive pour Emmanuel Macron, 16% pour son programme et 8% pour sa personne. Donc on voit bien que finalement le nombre de personnes qui a voté pour le projet porté par Emmanuel Macron est en réalité très très faible. Et d'ailleurs, si on ramène ce nombre à l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité, finalement, très très peu de gens ont voté positivement pour Emmanuel Macron. On est autour de 10,5% des inscrits. Alors à ça, on peut ajouter les 14,4% des inscrits qui disent avoir voté pour Emmanuel Macron en y voyant un renouvellement de la vie politique de notre pays. Mais vraiment, ces gens, je pense qu'ils vont être très déçus, parce que s'ils ont regardé le plateau de France 2 au soir du premier tour, ils ont dû voir à quoi ressemblait le renouvellement de la vie politique, c'est-à-dire des personnalités politiques qui se félicitaient de l'élection d'Emmanuel Macron, mais qui au final sont des gens qu'on voit depuis des années et qui, jusqu'à présent, n'ont pas changé grand-chose aux manières de faire de la politique. Donc le renouvellement porté par Emmanuel Macron, ça va être quelque chose d'assez décevant à mon avis. Alors finalement, dans ce second tour de l'élection présidentielle, on retrouve des éléments déjà connus au premier tour. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a des votes qui sont globalement des votes par défaut. Il y a 41% des gens au premier tour qui avaient voté pour Emmanuel Macron qui disaient l'avoir fait par défaut. Ce qui laissait à M. Macron seulement 58% de gens disant avoir voté pour son programme, et les 58% des 8,6 millions de voix qu'il avait reçues au premier tour, ça fait 5 millions de voix. Et ces 5 millions de voix, c'est exactement celles qu'on retrouve au deuxième tour, qui sont les gens qui disent avoir voté pour son projet et pour sa personne, c'est-à-dire les 24% des 20,7 millions de voix qu'il a reçues, et ça fait 5 millions de personnes. Donc au premier et au second tour, finalement, Emmanuel Macron, il a 5 millions de personnes qui ont voté pour lui sur la base d'un projet et de sa personne. Et ce qui est finalement rageant dans ça, c'est que ça fait moins que le nombre de gens qui ont voté positivement pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, au premier tour, il a reçu plus de 7 millions de voix, et 84% des gens qui avaient voté pour lui disaient l'avoir fait sur la base d'un vote d'adhésion. Et ça fait près de 6 millions de personnes. Donc au final, Jean-Luc Mélenchon a reçu, au premier tour de l'élection présidentielle, un vote d'adhésion supérieur à celui que reçoit M. Macron au premier et au second tour de l'élection présidentielle. Pourtant, si vous avez regardé la télévision au soir du second tour de l'élection présidentielle, vous aviez une espèce d'unanimité entre les journalistes, les macronistes, pour dire que c'était un renouvellement de la vie politique, que vraiment il allait changer les choses parce qu'il était jeune, parce que c'était nouveau, etc. etc. Et ça, c'est fait pour donner l'impression, justement, qu'il y a une forme d'adhésion autour d'Emmanuel Macron et autour du projet qu'il a porté
pendant l'élection présidentielle, adhésion dont j'ai montré qu'elle n'existait pas. Il n'y a personne autour d'Emmanuel Macron, personne n'adhère à ce président finalement élu par défaut. Et ça se retrouve dans les sondages qui sont faits dès à présent sur les élections législatives, parce que vous avez 2 Français sur 3 environ qui disent qu'ils ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale, qui veulent un autre projet porté à l'Assemblée nationale. Et c'est inédit dans la Ve République que un président aussi fraîchement élu ait aussi peu d'adhésion, aussi peu de gens qui aient envie de le voir avoir une majorité pour pouvoir mettre en place sa politique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien mettre en perspective cette élection d'Emmanuel Macron, de bien voir qu'il n'a pas été élu sur la base d'un projet, mais qu'il a été élu par défaut. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à la partager sur les réseaux sociaux. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que moi, ça m'aide à les travailler, ces vidéos, à avancer, à vous donner du contenu qui vous intéresse. Et puis, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche, parce que ça vous permet de recevoir des notifications si vous avez un smartphone. Et puis, moi aussi, ça me fait plaisir quand vous vous abonnez, parce que ça veut dire que ce que je fais vous plaît. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis en attendant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!
Salut tout le monde, c'est Antoine. Mardi 9 mai dernier, j'étais l'invité de la médiasphère d'LCI. Je vous ai déjà mis en ligne la vidéo de l'ensemble de l'émission, je vous mets le lien dans la description. Mais comme je m'y étais engagé, voici la vidéo de seulement mes interventions. Allez, bon visionnage. Le projet qu'a porté Emmanuel Macron dans cette campagne présidentielle, c'est un peu le projet que François Hollande n'a pas osé porter dès le début de son quinquennat et qu'il a porté ensuite. Donc politiquement, Emmanuel Macron s'inscrit dans la droite ligne du projet libéral de François Hollande. Et on le voit, puisque des candidats, des gens comme Manuel Valls qui disent vouloir rejoindre En Marche et qui ont été la ligne droite du Parti Socialiste, que d'ailleurs les gens ont essayé de dégager à la primaire du Parti Socialiste et retrouvent désormais aux législatives à Évry sous l'étiquette probablement d'En Marche, c'est bien la preuve que Emmanuel Macron est la continuité politiquement de la présidence de François Hollande. Donc il faut prendre le risque, il faut aller dans le cœur de la bête à chaque fois. Donc le cœur de la bête il est là, il faut y aller. Je leur ai demandé, ils m'auraient dit c'est pas une bonne idée de venir, je ne serais pas venu. Là, c'est quelqu'un qui va directement au front, moi je trouve ces images absolument extraordinaires, il va directement au contact. Ce que je trouve dingue, c'est qu'on est en train de parler des ouvriers d'une usine comme d'un front militaire. Vous dites aller au front. Macron il dit aller dans le cœur. Non mais je suis d'accord, mais il y a des. Non mais je suis d'accord, mais il y a des. C'est les mots et les manières dont il parle des ouvriers. Il dit aller au cœur de la bête. Il dit dans un autre entretien, il dit qu'il est allé au fin fond de l'usine. Il parle de ça comme s'il descendait à la mine, comme si c'était des ouvriers idéalisés comme des bêtes féroces, etc. Mais c'est quand même incroyable. C'est une image. Non, attendez, je veux juste aller au bout de ça. Si, mais précisément, il y a une hostilité. La bête humaine, il y a une hostilité. Mais non, mais il y a une hostilité qui est liée à la politique qui est portée par Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, là, on est à Whirlpool. C'est pas la grève des mineurs de 47. Non, mais Whirlpool, c'est une entreprise qui va délocaliser en Pologne, c'est-à-dire dans le cadre de l'Union européenne. Et Emmanuel Macron, pendant toute sa campagne, il a porté l'Europe heureuse, la mondialisation joyeuse et toutes ces bêtises qui, au final, fabriquent des délocalisations à l'intérieur du continent européen. Une délocalisation sur deux a lieu en Europe. Antoine, vous avez suivi, vous, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, les réseaux sociaux, beaucoup. Il y en a beaucoup question dans le reportage avec Emmanuel Macron. Le candidat doit être absolument au courant de tout, présent à tout moment, une maîtrise. Non, je pense que ça dépend beaucoup des candidats. Mais après, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui fixe une ligne politique. Il a confiance dans les gens avec qui il travaille. Et ensuite, il a confiance pour que cette ligne politique se traduise en actes politiques et en ligne politique. Nous, on avait le gros avantage d'avoir un programme dès le 1er décembre, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres candidats. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez décliner ce programme sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça a été, je pense, notre force dans cette campagne. Là, on est dans les images de l'Aliès, qui est normal au premier comme au second tour quand on passe les étapes. Mais il a quand même je pense qu'il a une autre difficulté de fond, qui est qu'il y a une assez faible minorité de gens qui, au premier tour, plutôt au deuxième tour, ont adhéré à son projet en réalité. Si on regarde les enquêtes d'opinion qui sont sorties depuis le second tour, il y a 43% des gens qui ont voté pour lui pour bloquer Marine Le Pen. Il y a 33% des gens qui ont voté pour le renouvellement politique qu'il incarne. Et je pense que là, vous avez l'air tous convaincus qu'il incarne un renouvellement politique. Mais moi, j'ai l'impression que dans les pratiques, d'ores et déjà, il commence à y avoir des formes... Tu peux non, honnêtement. Mais honnêtement. Un mec de 39 ans qui va investir Valls. Mais c'est pas la jeunesse. C'est pas la jeunesse qui fait le renouvellement. C'est les idées qu'on porte et les manières... quand même. Attends, on l'a vécu, toi et moi, quand on nous laisse pas un peu de place, quand on est jeune, on a envie... Non, je suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit spécifiquement l'âge qui fasse le renouvellement. C'est les idées qui sont portées. Emmanuel Macron, à mon sens, ne porte pas des idées qui sont novatrices. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec moi, mais en tout cas... Il y a peut-être une façon de les porter, alors. Je trouve qu'il est dans une ligne politique qui s'inscrit dans celle des 20 dernières années. Et je suis désolé, s'il investit Manuel Valls, il montrera qu'il... et dans une certaine forme de continuité. Et après, on a 24 heures et c'est la politique de grand rassemblement. Attendez, je veux juste finir. Je veux juste finir sur d'avoir 2 jours sans politique politicienne. Est-ce qu'on peut parler de communication? C'est une émission de communication. Mais précisément, c'est de la communication. Moi, je m'interroge sur la capacité d'Emmanuel Macron à gouverner efficacement le pays, sachant qu'au premier comme au second tour, il y a en réalité que 5 millions de personnes. C'est justement tout l'enjeu. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a convaincu aussi si vous ne l'étiez pas avant.
Je vous invite, si c'est le cas, à mettre des pouces bleus et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que moi ça m'aide beaucoup à progresser, à regarder comment je peux améliorer ce que je raconte dans les médias. Et puis si cette vidéo et peut-être d'autres que vous avez regardées sur ma chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications sur votre téléphone portable. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, Brunet à la maison, une chaîne libre dans laquelle on évoque bien évidemment les atermoiements de la campagne électorale en toute liberté. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas assez creusé à mon avis. C'est la relation ambiguë qu'Emmanuel Macron entretient depuis des années avec l'argent. La vie m'a vu riche à millions et elle m'a vu pauvre à pleurer. Je choisis chaque fois de vivre richissime. C'est vrai que quand on regarde la trajectoire du jeune Emmanuel Macron, on a peine à imaginer que cet homme va finir dans une banque d'affaires. Eh bien, comment cet Emmanuel Macron, passionné de philosophie, héritier de la méritocratie républicaine, comment ce jeune homme de 29 ans va-t-il finalement devenir banquier d'affaires chez Rothschild ? 2007, le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, décide de lancer la commission Attali. Et Jacques Attali va nommer, au sein de cette commission chargée de réfléchir à la réforme de l'État, il va nommer 42 membres et le jeune Emmanuel Macron, 29 ans, va devenir rapporteur général adjoint de cette commission, c'est-à-dire qu'il est une sorte de secrétaire qui note, qui travaille pendant que les autres foisonnent. Oui, il est rapporteur général adjoint, mais très rapidement, il va devenir membre de plein droit. Il va même, selon les mots d'Alain Minc, son ami, se constituer un véritable réseau, parmi lesquels un certain Peter Brabeck. Et les Échos iront même jusqu'à écrire que Emmanuel Macron embrassera l'intimidant Peter Brabeck, le mythique et légendaire patron du groupe Nestlé. Pas tellement enclin à faire la bise habituellement. Septembre 2008, c'est le virage totalement inattendu dans la trajectoire d'Emmanuel Macron. Il va entrer dans la banque d'affaires Rothschild, bien évidemment grâce à son carnet d'adresses. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, et il a merveilleusement réussi. Dans un premier temps, il est directeur, jeune directeur, et puis il va devenir associé gérant. Alors associé gérant, c'est un peu différent. L'associé gérant, c'est un banquier de haut niveau qui est intéressé au capital de la banque. Et vous deviendrez plus riche que les plus puissants PDG de tous les États-Unis d'Amérique, les amis. Seulement voilà, il a des obligations, c'est de générer des fusions, générer des acquisitions, et c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron va se tourner vers son ami Peter Brabeck,
le patron du groupe Nestlé, qu'il a rencontré lorsqu'il travaillait à la commission Attali, et le conduire vers l'acquisition de la branche nutrition du groupe Pfizer pour plus de 11 milliards de dollars. Alors selon la pratique bancaire, les banques conseils, le consortium des banques conseils perçoivent en général entre 0,3% et 2% de la totalité du deal. Ce sont des sommes considérables et plus le deal est important, plus on s'approche du 1%. Là, en l'occurrence, sur une transaction qui porte sur un peu plus de 11 milliards de dollars entre Pfizer et Nestlé, on peut imaginer que le consortium des banques ait perçu 1% de la transaction, donc plus de 100 millions de dollars, et que la somme de la banque Rothschild pourrait être environ le tiers ou la moitié de cette somme globale. Tout ça m'amène d'ailleurs à dire que, en respectant d'ailleurs les usages qui sont en vigueur dans le métier, le banquier, l'homme qui est à l'origine de la transaction, Emmanuel Macron, pourrait avoir perçu plus de 5 millions d'euros, ce qui n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'entrer dans un discours diffamant vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui n'a déclaré que la moitié de cela au fisc français. Je peux vous assurer que dans ma compagnie, nous ne faisons rien d'illégal. Mais enfin, quand même, on a spontanément plutôt envie de reprendre une petite phrase qui a été écrite il y a peu de temps par une éditorialiste de Mediapart concernant Emmanuel Macron, avec ce qu'il a déclaré au fisc. Macron serait-il le négociateur le plus mal payé de la planète? Je ne résiste pas au plaisir savoureux de vous dire que récemment, des banques d'affaires célèbres ont été condamnées par la justice britannique. Pourquoi? Parce qu'elles avaient versé une partie du bonus de leurs banquiers d'affaires dans des paradis fiscaux. Alors après cette petite embardée dans la banque d'affaires, Macron va s'intéresser à nouveau pour la chose publique. Il va être nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée en mai 2012, puis ministre de l'Industrie, de l'Économie et du Numérique en août 2014. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce titre, il a sous son autorité l'APE, l'Agence des participations de l'État, une agence très importante qui pilote les intérêts de l'État dans les entreprises où l'État a des participations. Martin Vial, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence des participations de l'État. Alors, l'Agence des participations de l'État, c'est tout simplement toutes les actions cotées, et pas seulement cotées, de l'État. Alors, il y a EDF, Engie, Thales, Orange, mais aussi, évidemment, La Poste, la SNCF. En tout, ça représente 90 milliards d'euros. C'est énorme. Alors, la question du conflit d'intérêts se pose. Conflit d'intérêts entre ce jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron, et son ancien employeur, la banque Rothschild. Je peux vous assurer que dans ma compagnie, nous ne faisons rien d'illégal. Pourquoi? Tout simplement parce que, à l'heure qu'il est ministre de l'économie, il va y avoir au sein des entreprises à l'intérieur desquelles l'État a une participation, il va y avoir un certain nombre d'opérations financières qui vont engager des sommes extrêmement importantes, qui vont engager également des restructurations industrielles capitales pour l'économie française. Et au milieu de ces opérations financières, qui retrouve-t-on? Bien une entreprise que connaît bien Emmanuel Macron, une banque d'affaires dans laquelle il a travaillé et au sein de laquelle il garde d'excellents contacts, la banque Rothschild. Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises? Je pense à Alstom, Alcatel, Lafarge, Technip, pendant que vous étiez ministre. Alors, je ne voudrais pas que le soupçon demeure dans l'esprit de nos concitoyens. Clairement. Sur tous les cas que vous avez évoqués, je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu sur ces banques, je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu sur ces banques. Emmanuel Macron se déclare favorable à un rachat sans condition d'Alstom par GE. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Mais qu'in fine, l'analyse qui a été faite a été que le statu quo n'était pas une solution viable.
il n'a jamais, à aucun moment, remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. Bon, la réponse d'Emmanuel Macron n'est pas vraiment convaincante. En tout cas, ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'il est assez troublant de retrouver au sein de la plupart de ces grandes opérations financières la banque Rothschild. Ça donne le sentiment tout simplement d'un renvoi d'ascenseur. Et il aurait peut-être été préférable qu'au nom de je ne sais quel principe de précaution, eh bien, le ministre Emmanuel Macron fasse appel à d'autres banques d'affaires, parce que Dieu sait qu'il y en a des banques d'affaires en France. Hein. Je pense à Lazare, je pense à BNP Paribas, je pense à Morgan Stanley, je pense à Citi, à Société Générale, à Bank of America, Merrill Lynch. Bref, il y avait d'autres établissements financiers susceptibles d'organiser ces grands deals au sein desquels se trouvait l'État français. Tout ça nous ramène bien évidemment à l'épineuse question des rapports troublants qu'entretiendrait Emmanuel Macron avec l'argent. Je me demande parfois si vous n'avez pas laissé l'argent vous dominer. Ça se voit à ce point-là. On se souvient bien évidemment de cette déclaration qui a suscité un certain nombre de polémiques, cette déclaration de patrimoine net de 200 000 euros d'Emmanuel Macron, alors que quelque temps avant, entre 2009 et 2012, Emmanuel Macron avait perçu plus de 3 millions d'euros de la banque Rothschild. Alors un certain nombre de personnes ont pu établir des petits calculs qui disent de façon très claire que, alors que Macron vivait aux frais de l'État, eh bien, il aurait dû dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois pour arriver à une déclaration de patrimoine aussi faible que cela. Quoi qu'il en soit, le moins qu'on puisse dire, c'est que la déclaration fiscale d'Emmanuel Macron pose aujourd'hui davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et ce qu'on aurait pu espérer, eh bien, c'est qu'il y ait tout simplement, concernant Emmanuel Macron et l'argent, une véritable enquête. Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler enfin d'Emmanuel Macron. Alors on peut absolument toujours pas parler de son programme puisqu'il sort le 2 mars et qu'il n'en sort que des bribes souvent incohérentes entre elles, mais on peut se demander qui il est. Qui est ce type? Alors beaucoup de gens ont entendu parler de son passage par la banque Rothschild, certains ont entendu parler de l'ENA, mais nous on avait envie de rentrer en profondeur dans ce qu'était son parcours. Comment ça se fait qu'un jeune peut-être brillant se retrouve si haut si vite? Par quels espaces s'est-il passé? Qui a-t-il rencontré pour avoir le parcours brillant qui en fait un favori à l'élection présidentielle à seulement 39 ans et sans aucun parti politique. Bon bah alors, le parcours d'Emmanuel Macron commence à l'ENA. C'est l'école nationale d'administration qui forme les élites françaises. À l'ENA, il a la chance de sortir tout en haut et d'entrer à l'inspection des finances. L'inspection des finances, c'est un des corps les plus prestigieux de l'ENA. Et là-bas, il se retrouve couvé par Jean-Pierre Jouyet, qui est le chef des inspecteurs des finances et qui a Macron à la bonne. Jean-Pierre Jouyet, c'est un type qui était de toutes les alternances depuis les années 90. Il était au cabinet de Delors pour piloter la mise en œuvre du traité de Maastricht. Il a été au cabinet de Jospin pour piloter l'entrée de la France dans l'euro. Il a été ministre des Affaires européenne sous Sarkozy pour bien négocier les déficits budgétaires, la crise, tout ça. Et il a fini par être secrétaire général de l'Élysée à la fin de la présidence de François Hollande. Donc c'est un mec qui est central dans tous les réseaux de pouvoir, qui a accueilli Macron et qui l'a formé.
Alors ce mec-là, qui est partout dans tous les gouvernements politiques depuis 20 ans, il a envoyé ce jeune inspecteur des finances, qui avait rien de particulier par rapport aux autres, dans la commission Attali. La commission Attali, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qu'a nommé Sarko en 2008 pour réunir tous les grands patrons du CAC 40, toutes les têtes pensantes de l'économie bien intégrée et formuler des recommandations de politique économique. Et Emmanuel Macron, il se retrouve rapporteur de cette commission. Et donc il a rencontré plein de monde. C'est là qu'il a rencontré Serge Weinberg, qu'il a fait entrer à la banque Rothschild. C'est aussi là qu'il a rencontré le PDG de Nestlé. Et c'est avec Nestlé qu'à la banque Rothschild, Emmanuel Macron a réalisé sa plus grande opération de fusion-acquisition. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Donc on voit que ce passage de Jouyet à Attali, qui a amené Macron à la commission Attali, bah, ça a permis à Macron de se faire un solide réseau dans la place financière française, de prendre ses galons de politique économique, parce que évidemment la commission Attali, elle a recommandé tous les trucs que recommande la Commission européenne et tous les éléments de politique économique mis en place depuis des années, moins en moins de fonctionnaires, on recule indéfiniment l'âge à la retraite, on casse le code du travail, on baisse les dépenses publiques, et ces recommandations, en plus des éternelles baisses de charges sociales, bah, la commission Attali, dans son rapport, elle voulait pas que ce soit mis en place pour 1 an, 2 ans ou un quinquennat. Non, tenez-vous bien, je vous le lis là. Elles devront être poursuivies avec ténacité pendant plusieurs mandats et quelles que soient les majorités. Donc chapeau les gars, on voit que si on vote, si le peuple vote comme ci ou comme ça change rien du tout. Les experts n'en ont rien à foutre, ils veulent que ce soit la même politique toujours, tout le temps, pour l'éternité. Ça c'était sous Sarkozy. Parce qu'après son passage, brillant d'ailleurs, à la banque d'affaires Rothschild, eh ben il y a Hollande qui est arrivé à la présidence. Et là, Jean-Pierre Jouyet, grand ami de François Hollande, et Jacques Attali se sont rappelés que le brave Emmanuel pouvait être un super candidat pour assister le président Hollande. Et donc Hollande l'a nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée. Alors ce poste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a accompagné, mis en œuvre et façonné énormément de mesures de politique économique du début du quinquennat de Hollande. C'est par exemple lui qui a fait le CICE, le crédit d'impôt de plusieurs dizaines de milliards d'euros sans contrepartie aux entreprises. C'est aussi lui qui a fait le pacte de responsabilité. Et Macron, au secrétariat général de l'Élysée, il se contentait pas simplement des mesures économiques. Il accompagnait aussi Hollande dans toutes les négos européennes. Donc Hollande, il avait bien confiance en lui, il avait tout bien fait, le brave Emmanuel. Et donc quand Montebourg s'est fait virer là en août 2014 du ministère de l'économie, et ben Hollande a propulsé le jeune énarque directement à Bercy, ministre de l'économie à 36 ans. Chapeau l'artiste. Quand on voit son parcours en détail, on comprend mieux comment il a pu monter si vite et si haut en dehors de tous les partis. Ce qu'on comprend, c'est que le pouvoir, il est pas toujours là où on nous le montre. On nous montre que les jeux de pouvoir se jouent dans les primaires, dans les congrès politiques, des partis politiques, et que les débats à l'intérieur de l'UMP ou du PS règlent la question du pouvoir en France. Mais il y a un pouvoir qu'on nous montre pas. C'est le pouvoir des conseillers, des experts, de l'administration non élus, parce que ces gens-là, ils gravitent autour des dirigeants politiques, de droite ou de gauche, hein, quelles que soient les majorités, et ils leur proposent à chaque fois les mêmes politiques, les mêmes recommandations de politique économique. Et ce pouvoir des coulisses, ce pouvoir caché qu'on nous montre pas, eh ben Emmanuel Macron, il le connaît très bien, il en est directement issu. Il est allé directement dans les instances du pouvoir, là où ça compte, à l'inspection des finances, au secrétariat de l'Élysée, dans toutes les commissions où s'élaborent les politiques économiques via les deux mentors Jouyet et Attali, et donc il a squeezé la case élection parti politique. Et c'est ça qui fait sa force. C'est que comme on l'a pas vu tremper dans 1000 magouilles, comme on voit sa gueule à la télé uniquement depuis 3 ans, eh ben on peut construire une image complètement nouvelle, fraîche, de renouveau, alors qu'il n'y a pas plus insider, qu'il n'y a pas plus coutumier du vrai pouvoir, le vrai pouvoir technocratique qu'Emmanuel Macron. C'était en somme le candidat idéal pour nous arnaquer à cette élection présidentielle. Nous, il nous reste qu'un seul moyen pour lutter contre cette arnaque, c'est de faire passer le message pour lutter contre cette supercherie. Puis bon, on se revoit vite pour dégonfler son programme parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup à dire. Ciao les copains! Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'outre-mer et de l'étranger, citoyens et citoyennes, hommes et femmes, enfants et... démarrer ton discours, merde! Oui, bah c'est bon, j'ai gagné l'élection, j'ai bien le droit d'en profiter un peu, non? Vive Mélenchon, Macron, bon, démission! Écoutez, vous m'avez élu démocratiquement à la majorité. C'était juste pour faire barrage au FN, casse-toi maintenant! Brigitte, ils m'embêtent les Français! Françaises, Français, à l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous n'avez pas seulement décidé de m'élire moi, mais vous avez pensé printemps.
Vous avez rejeté la haine du Front National. Et vous avez bien fait. Parce que je vous le dis, leur poudre de perlimpinpin n'est pas de bonne qualité. Vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je vous promets de ne pas la trahir. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un véritable honneur de servir Rothschild, le peuple français. Je vous servirai dans la fidélité. Je vous servirai avec amour. Je vous servirai comme on sert une table à deux amoureux qui mangent le même spaghetti et manquent de s'embrasser, mais je m'égare. Votre vote a été un vote d'adhésion, j'en ai bien conscience. Mon projet révolutionnaire a su vous pénétrer. Et j'espère pouvoir, à mon tour, vous pénétrer encore de la sorte. Vous avez compris l'importance de mon programme, révolutionnaire, je le répète. Je félicite votre intelligence. Mes copains du Rotary Club avaient tort, vous n'êtes pas si cons. Françaises, Français, je vous ai compris. J'ai compris que vous ne vouliez plus de ce système social qui aide les plus pauvres avec l'argent des plus riches. Oui, vous avez raison, ce n'est pas juste. Si vous voulez être riche, il faudra travailler plus, sans gagner plus. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je vous lis ce qu'on m'a mis. Oui, vous avez raison, il y a trop de fonctionnaires. Les pompiers, les infirmières, les professeurs ont bien trop d'argent à jeter par les fenêtres. Je réduirai donc ces dépenses puisque telle est votre volonté. Et cette volonté ne pourrait être contestée ni par les manifestations, ni par les syndicats, ni même par le Parlement. Je gouvernerai rapidement et efficacement pour sauver la France. Vous avez fait le choix, oui, nous pouvons le dire, de l'insoumission. Il était grand temps de mettre un terme à cette sécurité sociale qui soigne tout le monde gratuitement. Oui, gratuitement. C'est un mot qui sonne mal aux oreilles, n'est-ce pas? J'ai conscience que certaines mauvaises langues diront que je n'ai été élu que par défaut, notamment les chaînes YouTube Le Bon Sens ou Demos Kratos. Mais n'écoutez pas ces rageux. Je serai le président de tous les Français. À partir de ce soir, et pour les 5 années qui viennent, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination pour servir le peuple français et la France. Parce que c'est vous, partout en France, partout dans le monde, même partout dans l'univers, parce que c'est votre projet. Vive la République et vive la France!